Donc, nous sommes maintenant arrivés au moment de la conférence d'honneur. Donc, je vais d'abord vous présenter notre conférencière, Mme Peroska Nagy, professeure titulaire en histoire du Moyen-Âge à l'Université du Québec à Montréal depuis 2012, spécialiste de l'histoire des émotions, du sensible et du corps durant la période médiévale. Ses recherches se concentrent surtout sur l'Europe centrale et empruntent les chemins de l'histoire culturelle et religieuse. Elle a poursuivi sa thèse de doctorat en France à l'École des hautes études en sciences sociales, thèse qui a par la suite donné suite à un ouvrage publié en 2000 sous le titre « Le don des larmes au Moyen-Âge ». Madame Nagy a récemment publié, en collaboration avec Damien Bocquet, son deuxième livre intitulé « Sensible au Moyen-Âge, une histoire culturelle des émotions de l'Occident médiéval ». Celui-ci se méritait en 2016 le prix Augustin Thierry, remis par l'Académie française pour un ouvrage d'histoire médiévale. Ayant dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur la question des sentiments au Moyen-Âge, Madame Nagy se démarque au Québec comme l'une des chefs de file de ce champ historiographique émergent qu'est l'histoire des émotions et du sensible. Elle a également donné plusieurs cours à l'UQAM sur ce sujet, initiant ainsi les futurs historiens à ce champ de recherche florissant et inusité. Dans le cadre de ce colloque dédié aux réflexions épistémologiques en histoire, de même qu'aux nouveaux champs et aux nouvelles tendances de la discipline historienne, Madame Nagy vous propose de discuter de l'intérêt de l'histoire des émotions dans nos sociétés, plus précisément du besoin urgent et plus large de sens, de la nécessité d'une vie sensible et de l'importance de notre discipline en général, notamment dans le contexte actuel de démolition du monde. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à notre conférencière d'honneur. Je n'ai encore rien dit, alors n'applaudissez surtout pas, peut-être que je vais vous décevoir terriblement. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et aussi pour cette très belle organisation et les très belles discussions auxquelles j'ai assisté depuis hier, de l'accueil chaleureux. Et donc, alors, je crains vous décevoir parce que j'ai décidé en quelque sorte de plutôt adresser le sujet général du colloque, c'est-à-dire de la question de l'introspection, la question de la pertinence de la discipline, et seulement de façon très accessoire des questions de l'histoire des émotions ou du sensible plus largement. Donc, au départ, comme vous entendez, je suis médiéviste. Et quand on m'a demandé de parler ici aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de ne pas parler de mes recherches propres, mais il m'intéresse beaucoup plus de prendre le thème de l'introspection au sérieux, réfléchir avec vous sur les questions qui ont beaucoup été posées dans la discussion d'hier, en rapport avec les nouvelles tendances historiographiques, mais aussi de la société dans laquelle on vit. Et donc, j'aimerais commencer par dire combien cette idée d'introspection est sympathique pour une historienne fréquentant depuis plusieurs décennies les écrits des moines médiévaux, spécialistes de l'introspection, et qui me semble en même temps vraiment très contemporaine. En historiographie, c'est avant tout, je dirais, depuis 40-45 ans environ, si je compte bien, que l'introspection est de mise. Je daterai cela des environs à la fois de la parution de l'écriture de l'histoire de Michel de Certeau en 1975, en plein moment de la nouvelle histoire en France, et ce qui est à peu de choses près contemporaines des questionnements autour du linguistic turn aux États-Unis. Et c'est grosso modo depuis cette époque que l'on se pose de plus en plus des questions sur notre posture d'historien, que la réflexion aussi sur notre manière de nous situer dans le vaste champ du métier, de la recherche, de l'écriture, mais aussi de l'institution académique et de la carrière, c'est peu à peu intégré à nos tâches et à notre parcours, en lieu et place en quelque sorte de la sacro-sainte objectivité de l'historien, du credo hérité du credo positiviste, qui était très, très lié d'ailleurs à la vision de l'histoire comme science, laquelle a été quand même pas mal ébranlée depuis dans le dernier demi-siècle. Donc aujourd'hui, on ne croit plus trop à cette neutralité qui a été questionnée de toutes parts, comme ça a été rappelé d'ailleurs hier. Alors méthodologiquement et épistémologiquement parlant, l'histoire qui se fait aujourd'hui, la manière dont elle est faite, elle est en forme de ces tournants. Alors l'historienne aujourd'hui ne peut plus faire l'économie de s'interroger sur sa propre place sociale, mais aussi académique,
sur ses positionnements, ses choix, bien au-delà de l'impératif pragmatique de mener à bien, autrement dit achever, un mémoire ou une thèse. Cette préoccupation apparaît aussi dans la façon dont on doit formuler nos recherches, dont on doit fabriquer en quelque sorte nos sujets. On est devenus des professionnels ultra conscients de nos pratiques, du moins en théorie. On doit, vous savez ça, si vous avez déjà rempli une demande de subvention, on doit se situer dans un champ par rapport aux tendances de l'historiographie, formuler ses stratégies de recherche. Tout ceci, je dirais, a deux côtés, une épistémologique, mais aussi plus largement sociétale, et ne se comprend qu'en relation avec la transformation de nos universités, les stratégies de recherche, en écho avec les stratégies des entreprises, par exemple. Alors, du coup, le sujet de ce colloque m'a paru infiniment actuel. Je suis tout à fait ravie qu'on s'interroge collectivement ici sur cette question simple et cependant existentielle. Sommes-nous véritablement conscientes et conscients de ce que cela signifie et implique que faire de l'histoire dans le monde actuel? Pourquoi ça importe réellement l'histoire dans le monde tel qu'on le vit? Alors, c'est là que je vais parler, j'ai choisi d'intituler une partie de ce dont je parle, « Faire de l'histoire dans le contexte de la démolition du monde ». Les termes de la question ont été très bien posés hier, il me semble. Il s'agit de savoir quelle pertinence sociale peuvent avoir nos pratiques d'une part, mais aussi notre savoir. Qui sommes-nous? Que peut-on espérer être dans des sociétés dont les valeurs principales sont marchandes, au point de faire de nous tous, j'y reviendrai, des marchandises? Comment s'y insérer ou comment interroger ce cadre? L'histoire est une discipline particulière entre les sciences humaines et les humanités, ça aussi on l'a vu hier. D'ailleurs, selon les universités et les pays, elle fait partie de l'une ou de l'autre faculté. L'histoire est particulière, même parmi toutes ces disciplines, parce qu'elle est une discipline pragmatique. L'histoire, parmi les sciences humaines, se distingue par le fait que ce dont elle parle, c'est toujours singulier. Le cours des événements dépend de conditions singulières, ça ne se répète pas. Ça se passe jamais deux fois de la même manière. Il y aura toujours des différences dans le déroulement des choses, même si des ressemblances, des modèles peuvent être dégagés. Mais du coup, la connaissance qu'on produit est toujours en même temps une production de sens, voire même une quête de sens infinie. On cherche à savoir ce qui s'est passé et on vise à donner du sens après coup à ce qui s'est produit. Les théories sont intéressantes pour mieux comprendre, mais elles n'ont pas de prise sur notre connaissance au fond. Tout phénomène, toute idée peut toujours être repensée, réinterrogée à la lumière de nouvelles questions, de nouveaux objets, de nouvelles méthodologies aussi. La seule chose qui change réellement la production de connaissances, si je peux dire, c'est la découverte de nouveaux documents, de nouveaux faits. Alors, c'est ça qui fait la particularité de l'histoire, c'est que toute connaissance historique reste toujours et par essence, en quelque sorte, incomplète et relative. La plus minutieuse des descriptions n'épuise le sens de ce qui s'est passé pour les acteurs, qu'on ne saura jamais, la plupart du temps, et les modèles généraux, les grandes tendances, ne décrivent jamais parfaitement le cours singulier des choses. Alors même que parmi les historiens, la prise de conscience que nous produisons avant tout du sens, et cela la plupart du temps par un récit, que nous l'assumons de plus en plus, que la connaissance historique n'a rien à voir avec les sciences naturelles ou même la sociologie, la démographie ou la géographie, parce qu'il n'y a pas de loi ou de modèle dont on pourrait s'attendre qu'elle se vérifie, eh bien, il faut reconnaître que parallèlement, on est dans une lutte vraiment importante aujourd'hui pour la reconnaissance sociétale aux côtés des sciences humaines et sociales, peut-être plus que jamais. Pourquoi ? Alors, actuellement, il me semble, les sciences humaines et sociales sont en général en difficulté, alors que jusqu'au tournant néolibéral, je dirais jusqu'aux années 80, 70-80, les réflexions sur la société étaient très valorisées par la société,
y compris par les décideurs. Ce n'est pas tant que ça le cas aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard, comme vous savez, Margaret Thatcher l'a prophétisé, « There is no such a thing as society ». Donc, dans l'ère néolibérale, pourquoi les réflexions et les recherches sur quelque chose dont on a décrété l'inexistence et par là même prédiqué la préemption pourrait-elle avoir une pertinence? Est-ce donc un hasard que la légitimité sociale des sciences humaines et sociales diminue, qu'on supprime parfois des postes d'histoire, des départements? Il y a des pays où on commence à supprimer l'histoire comme discipline. Bon. Alors, ce tableau que je suis en train de vous peindre a des traits plutôt noirs, on dirait des nuances de gris très foncées, mais vous verrez, peut-être il y a de la lumière et des couleurs au bout du tunnel. Donc, si on s'interroge dans ces conditions, qu'est-ce qui reste de la société? Il reste certainement de plus en plus des communautés ou des sociétés repliées sur elles-mêmes, empêtrées dans leurs propres problèmes, sans voir qu'ils sont aussi ceux des autres. Il reste l'injonction en face, faite à chaque individu, de s'auto-fonder et de se réaliser, c'est la fameuse quête du bonheur, tout en se pliant aux règles de la société marchande, comme s'il pouvait s'affranchir en lui demandant de s'affranchir du poids de ses origines et même des limites de son être sensible. Alors je vais autant du travail de nuit jusqu'aux couples travaillant sur différents continents, élevant des enfants entre deux pays et ainsi de suite. Et puis en le demandant de s'affranchir aussi de conditions de sécurité d'existence. Par exemple, regardez la disparition programmée du salariat qui est en cours. Alors, on nous demande de devenir des ressources humaines, comme les minéraux sont des ressources naturelles, et donc de nous épuiser à dépasser nos limites. Alors, à ce faire, la société en cours de démolition nous laisse de plus en plus seuls. Les institutions fondamentales conquises souvent de haute lutte entre le 19e et 20e siècle sont en train d'être grignotées ou disparaître, comme le réseau de santé publique, le système scolaire, gratuité obligatoire, le système d'imposition proportionnelle aux revenus, mais aussi les postes, le service de poste par exemple, ou d'autres services publics desservant les petites communautés comme Desjardins en Gaspésie. Il y a eu un article il y a 2 semaines environ dans Les Devoirs. Alors, on est de plus en plus seuls, j'y reviendrai à cela, face à toutes sortes d'aléas de la vie. Et il n'y a évidemment pas à s'étonner que les communautés se replient sur elles-mêmes et cherchent parfois des boucs émissaires, comme les migrants en Europe. C'est comme un grand sujet en Europe qui a des incarnations très différentes selon les endroits. Alors, tout ceci, en même temps, s'inscrit dans une vision très rationnelle des interactions humaines et de l'organisation sociale. L'économie, qui a la rationalité, si ce n'est la théologie même de notre époque, est une rationalité, une science. On doit performer aujourd'hui ce qui n'est pas rentable doit périr. C'est ça qui explique aussi ce que subissent les départements, Desjardins, les écoles rurales en France et ainsi de suite. Donc, on nous demande avant tout de vivre une vie très pleine, trop pleine, vivre à très haute intensité. Alors, même les vacances, si vous voulez, les vacances doivent être bien organisées. Il y en a peu d'ailleurs. Non, il n'y a plus de vacances. Vacances, ça veut dire du vide. Alors, c'est cette vie à haute tension que fait toute la planète dans la même logique, en épuisant à toute vitesse et encore à une vitesse toujours croissante ses ressources. On assiste non seulement au dérèglement climatique, mais aussi à la déforestation, voire à ce qu'on appelle la 6e extinction, la plus rapide et radicale de toutes. La moitié des espèces vivantes a disparu sous l'action humaine à l'époque contemporaine. Et le phénomène s'accélère. Alors, notre environnement naturel, nos conditions d'existence se détériorent, on sait tout ça. Et ceci ne concerne pas seulement les animaux et les plantes, ça nous concerne aussi nous humains, dont les nuits sont perturbées par la lumière, par exemple, qui s'angoisse et qui déprime, qui fait des insomnies, des burn-out, qui se drogue ou se suicide. On s'adapte ou on périt. Pensez aux migrants en Méditerranée. Il y a des raisons à cela et ça tient à ce qu'on fait du monde. On a oublié les limites, celles de nos ressources, de la planète, mais aussi de la finitude humaine.
Et avec les limites, on a oublié la perspective. Une société ne peut pas vivre au jour le jour. Alors, si on regarde tout ça en face, il faut voir que notre pays ici, nos universités qui se transforment en entreprises, font partie de ce mouvement de folie. Ils participent de ce mouvement de folie. Notre monde, les exigences auxquelles on fait face sont de plus en plus déshumanisantes et déshumanisées. Comme étudiants et comme professeurs, on est nous-mêmes devenus des marchandises. Ça, c'est une chose très claire. En Écosse, il y a une grande université qui n'engage ses professeurs en sciences humaines et sociales. Pour les autres, je ne le sais pas. Qu'en leur expliquant, ben voilà, on vous engage pour 2 ans, vous avez un salaire et au bout de 2 ans, vous devez pouvoir rapporter à l'université en subvention de recherche l'équivalent de votre salaire annuel. Souvent sur les pages web, par exemple en Grande-Bretagne, le même pays, les profs et les chercheurs marquent clairement, et ça commence même par là, leur page web d'universitaires, les subventions dont ils bénéficient. Alors c'est fort intéressant lorsqu'on sait que la recherche, comme son nom l'indique, consiste à chercher sans garantie et surtout, si possible, sans la pression de trouver. Alors, face à tout ceci, il me semble que nous, historiens, on a une responsabilité énorme, car nous avons la capacité de ce qui se perd le plus dans ce monde qui oublie les perspectives, qui oublie la perspective qui est dans une vision extrêmement à court terme et dans une vision aussi à silo de toute la société, de toutes les activités. Eh bien, nous, on a la capacité d'avoir des visions synthétiques de la période qu'on étudie et donc une capacité à avoir une vision synthétique de notre propre période, de notre propre monde. Cette responsabilité, c'est aussi celle de montrer que tout ceci n'est pas fatalité. Il n'y a rien là-dedans qui obéisse à des lois. Aujourd'hui, le monde contemporain a une rationalité économique. Comme je disais, selon moi, c'est vraiment la théologie de notre temps. Alors que, si vous regardez d'autres périodes, avaient d'autres rationalités auxquelles l'ensemble des sociétés essayaient de se plier. Que ce qui se passe, c'est clairement le résultat de choix humains. Et donc, la question de l'éducation, la question de la réflexion sur le monde dans lequel on vit, dans les mondes sociaux, sur les mondes sociaux, est fondamentale. On est à la fois en tant qu'individu et en tant que communauté, société, on peut dire non, on peut faire d'autres choix. Il suffit de regarder un tout petit pays qui est l'Islande. Je peux en parler dans la discussion tout à l'heure. Alors, aussi, on peut rappeler que l'université, au moment de sa création au Moyen-Âge, au tournant du XIIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle, c'était né de l'association, de l'organisation volontaire des professeurs et ou des étudiants des écoles qui se sont associés comme pour un syndicat pour formuler et veiller à la sauvegarde de leurs intérêts communs, qui pouvaient s'opposer aux autorités de la ville, du royaume, de l'Église, qui élaboraient les règles de la vie commune dans les écoles, ce qu'on devait enseigner, ce que ça coûtait, comment on devait vivre en général. Alors, c'est pour dire qu'on peut même aujourd'hui ériger des organisations et des sociétés fondées sur d'autres valeurs. Et autre chose dans la même idée, les institutions qu'on nous décrit très souvent comme des carcans ou des prisons dont l'individu doit se libérer. C'est une de nos plus importantes capacités humaines que justement d'instituer. Et nous, historiens, on est en première loge pour être capables de voir ça. Nous sommes capables d'instituer, comme les gens d'autres temps, les règles de la société ou de la communauté dans laquelle elles vivent et on vit. Le Moyen-Âge, si mal famé, est un formidable réservoir pour discuter de cette capacité d'instituer. J'ai parlé des universités, mais il suffit de penser aux villes en général. L'histoire des villes médiévales, c'est l'histoire de collectivités qui se donnent des règles, qui se placent de façon à chaque fois autonome dans une société environnante. Les villes, les villages, les associations de métiers sont autant
autant d'exemples qui permettent de voir ce que ça signifie, cette capacité d'instituer. Et ce que je dis là, ça peut paraître tout à fait banal. L'éducation tout court, mais celle de la philosophie, de l'histoire, des humanités en général, peut jouer un rôle vraiment fondamental aujourd'hui. Il importe de rappeler que la rentabilité de l'éducation, vous le savez tous, ça ne doit pas être financière et immédiate, elle doit être socialement et politiquement rentable pour la collectivité à moyen terme. Par le fait, on en parlait hier, d'être capable de former des citoyens actifs qui, non pas comme aujourd'hui de plus en plus de gens se détournent de la collectivité, mais qui au contraire s'y investissent. Donc à mes yeux, en quelque sorte, faire de l'histoire, l'enseigner, en parler aujourd'hui, c'est déjà s'engager dans la cité et c'est aussi une façon de dire non au présentisme, à ce monde regardé à courte vue, à l'utilitarisme, parce que nous pouvons parler de sociétés qui ont existé, qui étaient fondées sur d'autres valeurs, parce que nous pouvons parler de la créativité des humains, de la force de l'association au lieu de la compétition, de sociétés, de groupes humains qui avaient conscience de leur destinée commune. C'est exactement ce qui pose aujourd'hui un des plus gros problèmes, c'est qu'une partie des humains, une grande partie des humains, oublie plutôt cette destinée commune, comme si ce n'est pas parce que je jette une bouteille à la mer que ça contribue à sa pollution. Alors vous voyez, ce ne sont pas des propos si apocalyptiques et millénaristes sur lesquels je débouche. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, vous savez, nous avons un pouvoir énorme. Il faut en être conscient. Nous devons nous saisir de cette capacité d'agir, de ce pouvoir à la fois du savoir que nous avons et de créer des liens entre les choses, de redonner une perspective historique à un moment où on n'en a pas. Et ça veut aussi dire de résister aux impératifs déshumanisants. Par le fait de parler d'autres sociétés, nous pouvons et devons promouvoir des sociétés plus humaines, fondées donc sur la coopération, la prise en compte du commun. Et pour commencer, donc, celle de la destinée commune de l'humanité, une perspective qui est fondamentale de l'humanité mondialisée. Alors, c'est ces sujets-là qui me font, pour finir, aboutir au sensible. Car reconstruire un autre monde face à celui qu'on nous vend au nom de la rationalité qu'on nous impose ne peut se faire qu'en valorisant justement d'autres valeurs. Le sensible qui est toujours dans toutes les cultures étroitement lié à des valeurs morales. Le sensible, l'intérêt pour la vie sensible et sensibilité, et ça va du visuel au goûter, à l'odorat, si vous voulez, à l'affectif, peut être une manière de s'opposer aussi à la déshumanisation au nom d'une certaine rationalité. Être sensible à l'autre, l'empathie devant la souffrance, pour commencer, est ce qui nous rend capables de devenir conscients de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui peut sembler aussi évident, mais c'est aussi quelque chose que les neurosciences ont étudié récemment, ont montré récemment. Nous ne sommes pas des sujets autofondés, grands fantasmes du monde contemporain. Notre identité ne se formule qu'en rapport avec les autres, avec un réseau de proches, un réseau affectif et social. Le nouveau-né qui ne reçoit pas de câlin, de sourire, qui n'est pas corporellement soigné, si je peux dire. On a beau à le nourrir sans contact humain nourrissant, il ne se développera pas, il périra ou deviendra fou. Être sensible au sensible, ce n'est pas l'irrationalité. Une question fondamentale aujourd'hui, c'est de repenser la relation entre rationnel et sensible. Ce travail est très largement entamé, d'ailleurs, depuis plusieurs décennies. L'irrationalité, évidemment, peut faire bien des dégâts. Bien sûr, on a un immense besoin de pensée critique. Mais la rationalité a aussi été détournée de son but originel. C'est au nom de la rationalité économique qu'on licencie, qu'on ferme des services, qu'on serre les vis. Et donc, la question, c'est aussi, peut-on penser une rationalité sensible? Comment penser une société avec une rationalité sensible? Que se passerait-il si on arrêtait d'opposer fondamentalement raison et sensibilité, rationalité et émotion? Quels que soient les objectifs et la nature de la discipline que nous pratiquons,
On peut se demander si ce que nous pouvons savoir, comprendre, penser, quoi que ce soit, si on peut savoir, comprendre, penser quoi que ce soit sans passer par la dimension du sensible. Si notre expérience du monde peut se passer du sensible, la réponse sera bien évidemment non. C'est impossible. On est tous et toutes, chacun à sa façon personnelle, à la recherche du bien et du beau. Là même que je vous parle, que je tente de faire un discours intelligible, vous raisonnez, c'est ma voix qui vous parvient en même temps ou avant même que vous ayez admis ou compris ce que je raconte. Et peut-être, si c'est certainement, le fait que ma voix, mon accent, mon apparence, mes habits, mes gestes, ma façon d'être vous soit agréable ou au contraire agaçant, insignifiant, ça va déterminer si vous écoutez ce que je raconte, si vous vous évadez en pensée, en baissant les yeux ou à l'aide d'un petit écran, comme on le fait tous. Comment alors intégrer cette dimension sensible lorsqu'on pense la société, le monde? L'histoire du sensible, dont celle des émotions fait partie, avec l'histoire des sens, donc je commençais à parler de l'odorat de l'ouïe, mais aussi de l'imaginaire, des croyances, de tout ce qui est visuel, a pris pour cible justement ces questions-là. Si elle a du succès aujourd'hui, c'est précisément parce que dans le monde où l'on vit, elle est plus que jamais actuelle. Je reviens plus loin sur le statut actuel de l'émotion. Mais ce qui nous importe dans cet ensemble de questions actuelles qui nous intéressent, c'est qu'elles se tournent vers le passé avec la question « Mais comment on vivait? Quel était le goût, l'expérience du bûcheron ou du meunier canadien du 18e ou 19e siècle ou du chevalier paysan de l'an 1000 au lac de Paladru ?» Il s'agit dans cette histoire de déplacer l'accent, le regard, faire une histoire sensible à ces expériences et donc à l'expérience de ceux qui l'ont vécu. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne saura jamais toute l'histoire. Et on a déjà beaucoup de chance quand on sait quelque chose. À cet égard, justement, le médiéviste que je suis est horriblement frustré quand il essaie de savoir justement quelque chose sur l'expérience, la vie affective, mais l'expérience plus générale de la vie que pouvait avoir ce chevalier paysan de l'an 1000. On n'a pas de documents là-dessus. Alors, on a des limites documentaires aux réponses qu'on peut apporter aux questions. On a pris l'habitude, évidemment, en histoire, de faire l'histoire des grands hommes, des grandes conquêtes de la raison pendant longtemps. Les émotions qui étaient présentes en histoire de Thucydide jusqu'à Jules Michelet, donc au milieu du 19e siècle, pour qui les émotions étaient des acteurs, voire des vecteurs de l'histoire, en ont été ensuite expulsées dans la deuxième moitié du 19e siècle, au moment même de la constitution de la discipline académique et du positivisme scientifique. Ce qui correspond en gros en science, dans la deuxième moitié du 19e siècle, à l'avènement du paradigme hydraulique des émotions, et les deux vont ensemble, l'expulsion et cette vision des émotions. La vision des émotions comme des passions bouillonnantes, des résidus de nature dans l'humain, sur lesquels on a peu de prise, mais que si on lève le couvercle, ça va sortir comme une explosion. Cette opposition a été développée particulièrement entre le XVIIIe et le XIXe siècle, opposition qui est celle de la raison et des émotions. Si l'on pense encore à Descartes, contrairement à l'idée reçue, pour Descartes, il était dans une vision chrétienne des passions qui était une toute autre façon de les regarder. Alors, un succès à ceci doit, je dirais, quand on comprend cet état des choses, ce paradigme hydraulique des émotions, ce qui a compté énormément dans son succès, c'était l'avènement et l'impact culturel de la psychanalyse, de la vision de la psychologie par Freud, pour qui la tripartition du moi, ça commence avec le ça, la part naturelle, les émotions hors contrôle qui est à sublimer par les parties supérieures. Et qui a été, en fait, tout ceci a été très bien exploité et utilisé par les sciences humaines et sociales pendant toute la première moitié au moins du XXe siècle. Et si on va
jusqu'au bout du succès de cela, jusqu'aux années 70-80. C'était cette vision, je dirais, hydraulique des émotions, ça donnait une explication commode de la violence, des passions collectives, qui était très importante pendant une bonne partie du XXe siècle, notamment pour tenter d'expliquer les totalitarismes, le fascisme, les guerres mondiales. Alors que cette vision donc de l'émotion la tenait loin de ce qui pouvait être historicisé, pour que l'affectif, le sensible devienne objet d'histoire et en même temps catégorie d'analyse historique. Il a fallu l'arracher du règne de l'irrationnel, de la culturelle et du naturel, de ce domaine de l'obscur auquel elle appartenait au moins depuis le temps de Freud jusqu'à la seconde moitié donc du XXe siècle. Alors, c'est la fin du paradigme hydraulique, ça va de pair évidemment avec la fin du paradigme de la modernité qui déclarait le triomphe de la raison. Ce paradigme a été renversé peu à peu à partir des années essentiellement 50-60 jusqu'à la fin du XXe siècle, d'abord avec l'avènement d'une psychologie cognitive montrant le caractère conjoint tant dans le cerveau que dans la psychologie humaine plus généralement, des capacités affectives et cognitives, des facultés affectives et cognitives, de l'émotion et de la raison, qu'on retrouve ensuite en sciences humaines et sociales, en politologie, sociologie, mais aussi en anthropologie, qui montraient très clairement le fait que les décisions que prennent les sociétés, les collectivités comme les individus ont autant une part affective que rationnelle. Alors, grâce à l'accroissement du dialogue interdisciplinaire, je dirais, autour de ces questions, la reconnaissance de cet arrachement est devenue incontournable pour toutes les disciplines autour de 1990-2000, même si, il faut le souligner, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de consensus sur, par exemple, ce qu'est une émotion. Les théories restent multiples et assez variées. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il est devenu possible et peut-être aussi très intéressant de restaurer la part du sensible en histoire, restaurer la part du sensible dans les sociétés. Et ça intéresse les gens bien au-delà de la communauté académique. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande ouverture sociale, une réceptivité développée en même temps qu'a eu lieu cette transformation scientifique. Alors, si vous allez dans les librairies, vous verrez qu'il y a énormément de livres qui vont parler d'émotions dans divers domaines, pas seulement du tout en sciences sociales. Et si je reviens à l'histoire, d'où l'importance des projets, par exemple, de nouveaux genres en humanité numérique, comme Pouvoir vivre, c'est quelque chose qui a été fait, un moment d'expérience sonore dans le Paris du XVIIIe siècle, ou encore cartographier à partir d'une carte ancienne les mouvements par lesquels se répand une révolte dans une ville, les rumeurs, ça c'est les projets de Pascal Bastien et de son équipe, les activités, les lieux de rassemblement, de rencontres, la diffusion des nouvelles. Alors, avec cela, on sort aussi de l'histoire, récit de l'histoire académique pour aller vers de l'histoire qui appelle au sensible de celui qui le reçoit. Tout ça, ça signifie aussi de prendre au sérieux ce que les documents nous disent des émotions, de l'expérience des acteurs, leur prêter attention. Ce ne sont pas des faits, des dates, des lieux, des noms, mais du vécu, de l'expérience que souvent, justement, au moment où on s'intéressait avant tout à reconstituer les faits, les dates, on a évacué, on a mis de côté. Pour que toute cette attention nouvelle, sensible émerge, il a fallu donc une révolution épistémologique, celle dont je parlais tout à l'heure, et qui font qu'aujourd'hui, on voit très bien à quel point,
À l'autre bout de la chaîne, je dirais, à partir des recherches qui ont pu être faites depuis 20-30 ans, on voit à quel point, par exemple, l'émotion est soumise à la culture elle-même. Elle se transforme. Il y a des émotions qui existaient au Moyen-Âge. Je donne un exemple, la compunction, qui a disparu, alors que les médiévaux ne connaissaient pas la notion ni le vécu de la dépression. Les émotions, l'affectivité a une histoire. Il y a des cultures affectives au pluriel, dans la même société, comme d'une société à l'autre. L'affectivité participe aux normes, à la régulation et à la communication sociale. Alors, juste quelques petits exemples. Encore aujourd'hui, bien que ce soit en train de changer, on sait très bien que les pleurs d'une petite fille ou d'une femme ne sont pas considérés du tout de la même manière que les larmes d'un garçon ou d'un homme, pour peu que ce soit en public. Au Moyen-Âge, pour prendre un tout autre type d'exemple, un roi ou un prince pouvait montrer publiquement sa colère, mais pas un paysan. L'émotion performée, ritualisée, participait des outils de gouvernement. Les hommes pouvaient pleurer pour des raisons religieuses. Le repentir, par exemple, c'était très, très bien vu. Saint-Louis, le roi français, est très bien connu d'avoir cherché le don des larmes, sujet jadis de ma thèse. Il a même souffert de ne pas, croyait-il, l'éprouver. Selon moi, il l'avait. Ou si je reviens dans cette perspective-là à des exemples plus contemporains, s'interroger, par exemple, sur le statut de l'émotion dans le monde contemporain, ça peut être quelque chose de nouveau dans cette perspective historique. Nous sommes immergés dans la culture occidentale libérale qui nous fait souvent oublier justement son historicité. Excusez-moi. On naturalise les traits de notre culture. Par exemple, l'émotion psychologique. Dans la société où on vit, on comprend l'émotion. Alors ça, c'est un autre, je dirais, d'autres shelves, d'autres... Ah, mon Dieu. D'autres, c'est pas des tiroirs, c'est des comment? Oui, d'autres tablettes, merci. Ça me venait en aucune langue. D'autres tablettes, des fameuses librairies, où vous trouverez énormément de choses sur l'émotion en tant que marqueur de l'individu, l'émotion libérateur, l'expression des émotions. Aujourd'hui, l'émotion est devenue comme un refuge du sujet dans les sociétés libérales. C'est aussi, on peut regarder par contre aussi comme un terrain de conquête de ce même libéralisme. Alors j'ai assisté mercredi à ce colloque d'histoire des étudiants, colloque des étudiants en histoire qui porte sur l'émotion en même temps qu'ici ce colloque à l'Université de Montréal, notamment un panel sur le cinéma et qui parlait précisément de cela. Donc il y avait une étude sur la conquête du Japon par la culture américaine après la Deuxième Guerre mondiale où les Américains avaient une présence militaire pendant un bon moment au Japon. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est de voir comment l'idée de l'amour romantique qui a été élaborée et surtout projetée à partir de Hollywood dès les années 1930-40, puis aussi par le cinéma français sous d'autres traits. D'ailleurs, la différence des deux est fort intéressante, a pu créer un nouvel idéal de ce sujet autotélique dégagé du poids de ses traditions, de ce sujet dont la liberté précisément s'affirme par son choix amoureux. Une possibilité qui n'est offerte qu'aux citoyens des sociétés libérales à l'époque, et encore au départ, clairement, à une élite blanche et hétéronormée. L'amour est comme devenu un signe de liberté et là, c'était un autre film, une autre communication très intéressante sur des documentaires sur les jeunes issus de l'immigration des banlieues françaises pour qui cet amour, le lien amoureux, apparaît encore comme un privilège. Leur famille ne connaissait pas ça, ils n'ont pas été éduqués à cela, ils ne savent pas faire ça, ils n'ont pas appris ça.
Alors, sur ces sujets-là, c'est intéressant, par exemple, de lire la sociologue Eva Illouz, une dame d'ailleurs très mondialisée elle-même, israélienne, mais au départ franco-germanique, qui publie surtout en anglais une série de livres comme Cold Intimacies, The Making of Emotional Capitalism, ou aussi un autre livre sur Consuming the Romantic Utopia, Love and Cultural Contradictions of Capitalism, qui en fait décrit beaucoup en fait cette évolution de l'émotion, ce nouveau statut. Comment par l'acquisition de l'accès à l'émotion est quelque chose qui apparaît comme un accès des sociétés, comme un acquis des sociétés libérales, et qui se manifeste par cet autre trait qui est très très souvent évoqué, l'avènement et le succès de la culture thérapeutique, de l'institutionnalisation de la psychologie, comme lieu et moyen de remède aux maux du sujet qui se dégage des liens traditionnels dans un monde où il est ou elle est de plus en plus seul. Alors, évidemment, on sait que le besoin de thérapie et de liens psy ne cesse de croître dans une société où les liens sociaux de base, de proximité, mais aussi les institutions qui les soutenaient et les sécurisaient disparaissent. Et donc, on décèle en arrière-fond de tout cela la transformation des sociétés contemporaines néolibérales. Et selon Illouz, ce succès de la psychologie a aussi des raisons sociales, bien évidemment. Tout ça est étroitement lié à la soumission ou à l'exposition, si l'on veut, du sujet au marché en tant que sujet, au point que, comme on le sait, les règles du marché envahissent la sphère même de l'intimité, alors qu'avant, on se rencontrait dans les groupes sociaux dont on faisait partie. On a avant tout aujourd'hui les sites de rencontres comme marché de l'intimité. L'amour est devenu un lieu de risque, quelque part, sans règles. Il n'y a plus d'attente qu'on peut véritablement formuler parce que c'est peut-être, on est seul à avoir telle ou telle attente. Alors, tout ceci, c'est très, très intéressant à étudier justement dans une perspective historique. Et donc, nous savons aujourd'hui que tout ceci, tout comme les mots qui vont avec, donc à la fois, je dirais, la marchandisation de l'amour que les mots de la psychologie, la dépression, l'usage des antidépresseurs se répand avec la mondialisation dans des cultures et des sociétés qui auparavant ne les connaissaient pas. Autant de signes de la conquête, de l'impérialisme encore, de la culture affective occidentale aujourd'hui. Alors voici ce chemin scientifique et contexte socio-culturel qui lui est associé, qui ont ouvert la voie, peu à peu, je dirais, à l'essor de l'étude de l'affectivité et aussi à son historicisation. Alors, le fait de comprendre ce caractère social, historique des façons de faire affectives, de ne plus les comprendre uniquement comme des traits de psychologie, mais comme des signes de culture affective, permet de relativiser nos propres paradigmes, les mettre en perspective, l'être peut-être moins immergés dans notre contemporanéité, questionner même les paradigmes scientifiques. Et donc, en gros, si le succès sociétal de l'émotion est très lié au succès du cognitivisme des neurosciences, si on regarde par exemple le paradigme précédent hydraulique, psychanalytique, combien on voit aujourd'hui qu'il était historique et ses caractères étaient historicisables, on peut évidemment en faire autant des dictats scientifiques de notre temps. C'est sur cette question que je vais m'arrêter et j'espère ne pas vous avoir trop déçu. Voilà. Donc, merci beaucoup, Madame Nagy. Très intéressant comme conférence. On a environ 1 heure pour poser des questions. Donc, gâtez-vous, c'est le moment. Merci, professeur. Ma question relèverait davantage, que vous l'avez montré, reviendrait à cette idée de l'expérience corporelle que vous avez montrée. À savoir, Daniel Jacquet expliquait, lorsqu'il avait rédigé son ouvrage « Les arts martiaux au Moyen-Âge », qu'il avait porté une armure, qu'il s'était entraîné avec et que justement, il
il comprenait l'effort, la douleur que certains médiévaux pouvaient ressentir, mais néanmoins qu'ils n'avaient pas de source qui permettait de montrer cette expérience-là. Et la même manière auquel les médiévaux devaient maîtriser leur corps, leurs émotions, ritualiser l'ensemble, de quelle manière, d'après vous, cette maîtrise du corps aujourd'hui, cette maîtrise des émotions a rendu notre société presque déshumanisée, comme vous l'avez montré, mais de quelle manière aussi ce rapport au corps, finalement, ce corps social, ce corps politique, entraîne-t-il une forme de déshumanisation dans le... Donc, c'est un petit Je ne suis peu pas sûre que je comprends exactement la question. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous appelez aujourd'hui pour l'expérience corporelle? À quoi vous pensez concrètement? Mais je pense notamment le fait que le pleurer, par exemple, peut être montrer une forme de faiblesse, une forme de finalement comment la manifestation physique de l'émotion aujourd'hui peut-il entraîner une forme de déshumanisation du point de vue politique Je social? trouve que là, on est plutôt dans un mouvement inverse. C'est-à-dire que, alors que, par exemple, pour nos pères, vos pères et encore, pleurer en public, c'était vraiment honteux, c'était vraiment un signe de faiblesse. Aujourd'hui, et ça va de pair avec l'évolution des genres qui va de plus en plus vers une convergence. Le fait de pleurer en public pour un homme devient de plus en plus accepté comme un signe de sensibilité et moins comme une faiblesse. On est dans une grande transformation avec ça qui est très liée à l'évolution des rapports de genre, je pense. Après, il y a forcément à propos des émotions, les sociétés, et là je dirais, je n'étudie pas les sociétés contemporaines, mais il y a évidemment des injonctions très importantes concernant l'émotion, notamment dans les lieux de travail. C'est peut-être le lieu par excellence où la civilisation, c'est pas le terme que je préfère pour des raisons que je peux expliquer longuement, mais la restriction émotionnelle est peut-être le plus de mise. C'est le lieu de travail et peut-être l'espace politique. Mais encore l'espace politique, et là on a aussi beaucoup d'exemples où on voit que un certain usage des émotions est très admis et très utilisé. La colère rituelle d'un homme politique pendant une entrevue, c'est quelque chose qui existe tout à fait. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Hein. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me suis rejoint dans tellement de choses que vous avez dites là. Puis justement, hier, une des choses qui peut-être transparaissait plus ou moins dans la présentation que j'ai proposée, c'était cette idée que côtoyer l'histoire nous donnait cet espoir-là quant à la liberté des humains d'imaginer quelque chose de différent, d'imaginer un ailleurs, d'une certaine façon, qu'ils étaient capables par la suite de concrètement mettre en forme, là, dans le fond, de quelle façon l'imaginaire peut inciter le changement social. C'est quelque chose que, disons, côtoyer l'histoire, côtoyer la philosophie, côtoyer la littérature, c'est quelque chose c'est quelque chose qui vient pratiquement tout seul là, quand on côtoie ces ouvrages-là. Je me demandais en disant tout ça, dans le fond, vous avez parlé d'une espèce de folie civilisationnelle. J'assume. Oui, c'est ça. Mais en ces temps où on côtoie beaucoup la rationalité économique, la prospérité économique, le progrès technologique, au fond, les humains ont tend à robotiser les humains. Et peut-être que la solution, c'est de réapprendre aux humains à être des humains, d'une certaine façon. Absolument. Mais il y a une espèce de paradoxe aussi, parce que j'ai l'impression que cette société-là, fondée sur la rationalité économique, fait beaucoup appel à l'émotion pour vendre, pour marchandiser un certain nombre de choses. Y a-t-il pas un paradoxe? Si. Ça, c'est quelque chose que j'ai coupé pour pas être trop court, parce que justement, ce paradoxe est au centre, en fait, des affaires. C'est-à-dire que c'est une société qui fait appel, en fait,
à l'émotion comme fondement ou marqueur de l'identité individuelle, et en même temps, pour cette même raison-là, on essaye de nous vendre un tas de choses avec l'émotion. Vous savez, une pub de yaourt, comme le voyage de votre vie, ça sera toujours la grande émotion. Quelle expérience! Les deux mots, c'est émotion-expérience. Alors, c'est très intéressant, du coup, justement, de historiciser ces notions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était à une autre époque qui éventuellement ne connaissait pas le mot. Au Moyen-Âge, on ne connaît pas le terme émotion qui émerge avec un tout autre sens à la fin du Moyen-Âge. Mais ce paradoxe, c'est vraiment, selon moi, c'est très, très important parce que ce qui est intéressant dans la période qui est la nôtre, et peut-être c'est le cas de toutes les périodes, mais je n'ai pas vécu les autres, c'est de savoir que souvent, ce qui est un mal ou ce qui apparaît oui, voilà, on va rester à ce terme. Ce qui apparaît comme un mal, comme un piège, c'est souvent, on a par là même des chemins de remède qui se dessinent. Et c'est un petit peu dans ce paradoxe-là que j'essayais de vous parler de l'évolution actuelle. C'est que justement, quand je parle de monde sensible, comme le monde est hyper rationalisé, comme on nous représente l'émotion comme un refuge personnel, c'est à partir de là peut-être qu'on peut aussi reconstituer autre chose. Alors, juste en vous disant cela, j'ai une autre image qui m'est venue à l'esprit, un parallèle historique qui était grosso modo, disait à XIe siècle continental. C'est le moment, vous savez, de ce qu'on appelait au XIXe siècle l'anarchie féodale. L'Empire carolingien s'écroule. Et voici le mal fondamental était justement la fragmentation de la société en tout petites cellules qui deviennent les cellules féodales à partir desquelles cette même société se reconstitue. Alors, on peut se poser la question si justement la communautarisation dont j'ai parlé tout à l'heure ne peut pas être sous une autre forme une base de reconstitution de communautés qui fassent sens et qui crée d'autres valeurs. Ça peut être une question. De la même manière, pour ce qui est du sensible, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'attention justement pour tout ce qui peut être moyen individuel de résistance à cette déshumanisation sur le plan du sensible et qui peuvent être érigés en règles collectives. Et c'est là où, par exemple, cette idée de l'association, le fait de s'associer au lieu de compétitionner, ça me paraît absolument fondamental. L'attention prêtée à la parole de l'autre, être vraiment capable de présence pour les autres. Là, c'est des choses de base qui sont de l'ordre du sensible et qui sont en train d'être valorisées de plus en plus. Mais ça ne peut être valorisé que si on comment dire, quelque part, on déboulonne la manière dont l'ensemble de nos sociétés est gouverné. C'est-à-dire que tant qu'on est en train de faire tout pour exploiter les comment ça s'appelle en Alberta, les sables bitumineux, et puis on multiplie les forages, on n'est pas en transition écologique. Et quand je parlais de l'Islande, c'est très intéressant, petit pays, minuscule pays. Souvent on dit comment peut-on résister à ce qui se passe, comment un seul pays peut résister. Certes, les pays scandinaves sont particuliers parce qu'ils sont riches, mais l'Islande est minuscule et néanmoins, ils ont réussi à résister, par exemple, à la crise de 2008. Quand tous les autres pays ont dit « Ah, les pauvres banques qui font presque faillite, il faut les rembourser » et les États ont renfloué les banques, les Islandais ont manifesté, ont décidé que non, en Islande, les banques, on ne les rembourse pas. Ils n'ont pas remboursé les banques. Et donc, l'État s'en est sorti de cette crise tout autrement que dans tous les autres pays. Et ils viennent d'élire comme Premier ministre une femme de début de quarantaine qui était une militante écologiste. Bon. Alors, ça peut être quelque chose d'anecdotique parce que c'est un minuscule petit pays, mais ça peut donner à réfléchir sur les grandes lois auxquelles on ne peut pas échapper. Je ne sais pas si je vous ai répondu du tout, mais voilà.
Oui. Oui. C'est pas nécessairement une question, c'est plus un commentaire. Oui. Je pensais jamais avoir la larme à l'œil durant un colloque scientifique. C'est très, très Wow. inspirant de... Ça nous bizarre un peu, j'ai la voix qui casse, là, mais c'est très inspirant de voir qu'à travers l'histoire qu'on voit, souvent on a le nez collé dans nos sociétés. Puis même quand on est historien, on se rend compte qu'on n'a pas autant de perspectives qu'on aimerait avoir. Aller voir un autre champ, la sensibilité que j'ai jamais pensé étudier de ma vie, peut donner une plus grande perspective sur l'ensemble de la société. Puis voir que, oui, c'est formé par le néolibéralisme qui vient un peu marchandiser l'être humain. C'est un peu ramble, j'ai pas vraiment de trame directive, mais juste merci pour Merci. avoir amené un nouveau champ que je pensais pas qu'il existait. Merci beaucoup. Merci. Je profite de l'occasion que tantôt on a eu beaucoup de débats concernant la question du numérique. Et justement, le numérique est aujourd'hui le meilleur exemple de ce rapport différent à l'homme. Et à un moment donné, Robert Badinter parlait à une question d'une avocate. Faut-il aujourd'hui toucher nécessairement la robe du juge ou les humanités numériques nous permettent-ils finalement de nous dispenser de ça? Et finalement, l'historien, est-ce que lorsqu'il fait une conférence, doit-il être présent physiquement pour pouvoir toucher physiquement son auditoire? De la même manière, l'historien, lorsqu'il enseigne, doit-il être présent physiquement dans la salle? Et donc, vous-même, je voudrais savoir comment envisagez-vous votre rapport à l'histoire, finalement, C'est très, très concret. avec ces humanités numériques qui permettent finalement de faire un cours du Canada vers, par exemple, l'autre bout des États-Unis ou à l'autre bout du monde de par les nouvelles technologies. Les cours, les MOOC, par exemple, sont extrêmement populaires à travers le monde. J'avais des invités il y a un mois sur l'histoire de la sorcellerie. Et un jeune homme qui a un petit poste à Barcelone a créé un MOOC en anglais avec ses collègues sur l'histoire de la sorcellerie. Et il disait la première fois qu'ils l'ont fait, il y a eu, 7000 personnes à travers le monde. La deuxième fois, 25 000. Et tous les ans, il y a de plus en plus. Puis c'est de la Chine à l'Allemagne, en passant par partout. Donc les cours en ligne, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est clair. Alors ça, c'est une chose dont il faut être consciente. Moi, par ailleurs, il se trouve que là, je parle de mon expérience personnelle, de mon vécu, de mes choix. Je suis ici parmi vous parce que ce que je viens de vous raconter, je n'aurais jamais pu le dire devant une caméra impersonnelle. Je n'aurais jamais pu vous dire ça si je n'avais pas été là hier. Et personnellement, je crois énormément à la présence et au contact humain. Et justement, par rapport à l'affaire de la déshumanisation, là, je crois beaucoup que la relation personnelle est une des choses qui nous nourrit le plus en tant qu'humains, pour nos idées, pour notre réflexion, pour nos affects, pour tout. Et c'est ça que je pense. Bon, par ailleurs, les humanités numériques sont très, très intéressantes. En outre, pour les affaires du passé. Donc, par exemple, quand il s'agit de reconstituer l'expérience sonore de Paris au XVIIIe siècle, ben là, on n'a pas d'autres moyens. Donc, on a des moyens formidables de créer des expériences inimaginables encore il y a 30 ans. Ce qu'on peut faire avec la cartographie virtuelle, etc., c'est aussi des choses formidables. Donc, et je ne parle même pas de ce dont on parlait un tout petit peu hier, de tout ce qui concerne les films, que ce soit des documentaires ou des fictions sur l'histoire, qui, à ceux qui les reçoivent, rendent quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu Le Nom de la Rose, ce film fameux sur le Moyen-Âge, que je recommande à tout le monde. C'est un film super qu'on aime ou on n'aime pas le Moyen-Âge. Et c'est quand même fondé sur d'extraordinaires connaissances. En gros, vous avez toute l'équipe de l'École des hautes études en sciences sociales de l'époque, de Jacques Le Goff à Michel Pastoureau, qui ont été experts sur la conception du film. Donc, ce sont des formidables ressources, mais je pense qu'il ne faut pas penser que ça remplace la relation humaine. Ça peut forcément, nous, par exemple, à l'UQAM, il arrive qu'on a des étudiantes qui viennent de très, très, très loin.
de 6-7 heures de bus de Montréal et qui ne peut pas être là à toutes les séances, ben on est bien ravis de les avoir sur Skype, c'est sûr. Mais on sait, eux ou elles comme nous, que ce ne serait pas la même chose s'ils étaient là en classe et ils voyaient la tête des autres et ce qu'ils fabriquent dans leur coin. Oui. Oui, j'ai une question. J'aimerais avoir votre avis. Selon vous, comment réhumaniser, je dirais pas l'université parce que c'est assez large, mais du moins les départements d'histoire ou les facultés de sciences humaines, parce que sans cesse, on commence à accorder de moins en moins de bourses, mais on tente de donner les bourses qu'à une seule ou deux personnes en fonction des notes. On commence à exiger des étudiants et des étudiantes à la maîtrise qu'ils terminent en 2 ans leur parcours universitaire, etc., etc. Et je crois, à mon humble avis, que ça participe à déshumaniser et à marchandiser l'éducation. Quelle tactique, quelle stratégie on peut utiliser en tant qu'étudiante ou en tant que chercheur ici à l'université pour pouvoir tenter de lutter à notre façon contre cette dérive déshumanisante? Ça, c'est très, très difficile, mais je pense que pour ce qui est des bourses d'excellence, ça a quand même toujours été un petit peu pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours eu des bourses d'excellence et il y a toujours eu, enfin, il y a ailleurs aussi depuis longtemps des bourses d'excellence. La question, c'est beaucoup plus pourquoi c'est si important? Parce que le problème n'est pas que certaines aient des bourses dans leur parcours. Par exemple, moi, j'ai été très choquée venant de l'Europe il y a 10 ans, quand j'ai découvert qu'ici, en fait, quand on a une bourse, une fois dans son parcours, ça signifie qu'on aura plus facilement une autre bourse par après, et ainsi de suite. Ça m'a totalement choquée, de même que je lutte toujours dans les comités qui les distribuent contre ce type de logique. C'est-à-dire que ça fait que quelqu'un qui, par exemple, évidemment, est socialement, culturellement favorisé, qui vient d'un milieu qui fait qu'il n'a pas travaillé, qu'il connaît mieux les ficelles du discours, les ficelles de l'institution, aura facilement un avantage sur un autre. C'est pas, Dieu merci, ce n'est pas toujours le cas du tout, mais ça peut être un avantage. Alors, c'est des choses, ça, on est dans des logiques institutionnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous, je ne sais pas moi, une association d'étudiants d'histoire ou un département en entier va chercher à faire autrement que ça aura des impacts sur les logiques du CRSH, de la FRQSC et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, évidemment, cette question doit être posée plus à l'intérieur même de votre communauté, discuter dans votre assaut d'étudiants, discuter avec les profs du département, si ça se trouve. Peut-on faire quelque chose pour ça? Peut-on faire quelque chose qui pallie en quelque sorte à la compétition parmi les étudiants? Qu'il y a d'autres mécanismes qui nous permettent de nous associer. J'ai trouvé que ce colloque, ça en est une preuve que ça existe. Parce que moi, j'ai aucune idée et je ne veux absolument pas savoir qui est parmi vous boursier ou qui ne l'est pas. Mais ce que j'ai vu, c'est une très belle communauté qui organise, qui reçoit, qui est présente, qui discute, qui est ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, appartient à ce qu'on peut faire. Certainement, ce n'est pas tout, mais la solidarité, ça fait quelque chose. Je ne sais pas si ça vous apporte grand chose comme réponse, mais je n'en ai pas tellement d'autres, je n'ai pas de solution miracle. Évidemment, après, on peut réfléchir, est-ce que le département, par exemple, on peut réfléchir aussi, est-ce que le département peut, si jamais on reçoit, je ne sais pas moi, des lex ou des donations, etc., créer des bourses pour d'autres types de parcours. Ça existe aussi. À l'UQAM, on a de toutes sortes de petites bourses, toutes sortes, à toutes sortes de niveaux, qui sont attribuées sur des critères assez différents.
Ben, merci beaucoup pour votre présentation. J'en ai manqué quelques petits bouts. J'étais partie faire la vaisselle, mais... Ça, c'est pas bien que ce soit encore une femme qui est partie faire la vaisselle. Ah, ben ça alors je suis ravie. On leur a fait des gros yeux. Donc, évidemment, étant donné que c'était filmé et que ça m'intéresse beaucoup, je vais regarder l'entièreté de votre présentation. Puis, je trouvais ça très rafraîchissant de vous entendre parler. Et puis, en fait, c'est plus un commentaire pour vous remercier finalement de tout ce que vous avez dit. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup confortée, j'ai l'impression, dans ma démarche de recherche à la maîtrise. J'ai souvent l'impression qu'on doute, on doute de ma méthodologie, étant donné que je suis en histoire orale. On doute aussi de l'importance que j'accorde aux sentiments des femmes que je rencontre. On doute aussi du fait qu'elles ne sont pas éduquées. Plusieurs ont terminé l'école à l'âge de 10, 11 ans. On doute même du fait que je pourrais potentiellement devenir historienne et on va me donner d'autres noms que historienne, par exemple. Et donc, ça m'a donné en fait peut-être plusieurs arguments que je pourrais me servir potentiellement par la suite. J'ai l'impression que finalement, ça peut être potentiellement très louable d'accorder de l'importance aux sentiments de certaines femmes, puis justement le côté humain, d'aller les voir, puis d'avoir une relation humaine avec la source finalement en elle-même. J'ai l'impression que ça fait en sorte que ça peut humaniser le travail historien en lui-même qui sort pas juste de ma tête parce qu'il sort dans mon cas, de 15 autres têtes, donc 15 femmes avec moi. Donc j'ai l'impression que ça ajoute un petit côté humain qui en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc merci beaucoup encore une fois. Pour faire rebond à ce que mon collègue Félix-Antoine ici a dit, par rapport à l'instrumentalisation, puis aux bourses et tout, je crois que dans le contexte québécois, là, puis surtout dans l'octroi des bourses, là, il faut toujours justifier la pertinence d'un sujet, puis ça devient très difficile dans la mesure où on veut s'intéresser à autre chose que le Québec ici, Moyen-Âge, Antiquité et tout. Puis ça devient très dur de trouver une justification sociale, puis dans une logique un peu économique aussi, j'ai l'impression, surtout dans les demandes de bourse et tout. Croyez-vous que c'est une bonne chose d'avoir... croyez-vous, parce qu'il y a des sujets comme le vôtre qui est un peu plus... qui peut mieux s'exporter, disons, à toutes les périodes. C'est seulement récent, hein? Oui. Puis, et puis, il y a des sujets qui s'exportent peut-être un petit peu moins aux réalités québécoises, canadiennes, peu importe. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus, justement. Est-ce que le fait de privilégier certains sujets aux dépens d'autres, c'est des questions difficiles, hein, parce que ça dépend vraiment des contextes et des comités. Donc, à la limite, l'histoire de privilégier certains sujets sur d'autres, moi je dirais par exemple en tant que médiéviste, on n'est vraiment pas bien loti en général. Ça c'est clair. Donc, quand on travaille, et ça c'est parmi les phénomène de ce présentisme actuel, que les périodes anciennes, on a beaucoup plus à justifier pourquoi ça fait sens qu'on fait. Moi, quand je suis arrivée ici, les premiers 3 ans, je me suis escrimée à faire des demandes de subventions sans aucun résultat, autre que de belles louanges des évaluateurs, mais évidemment sans aucun succès. Et après, j'ai laissé tomber pendant plein d'années. Ça m'avait totalement découragée. Je sais que c'est le cas de pas mal de collègues. Puis un jour, on a publié notre livre, il est paru, après j'ai eu une subvention miracle. Bon, on comprend la logique. Hein? Donc c'est pas parce que c'était un Moyen-Âge, c'est pas parce que c'était une histoire des émotions, mais parce que il y a eu un critère particulier qui est de dire, voilà, elle vient de publier un livre dans une belle édition, et puis ça fait sens que tout ça, elle fait ça depuis des années. Oui, ok, c'est bon. Moi, je pense que mon projet de 2015 n'était pas meilleur que le projet que j'avais fait en 2011. Elle était différente, mais entre-temps, il s'est passé autre chose. Bon. Donc, il y a cette logique-là. Après, sur les sujets, moi, ce que je constate aussi, c'est que je pense que quand on produit ce qu'on peut décrire du point de vue, justement, de cet esprit scientifique comme des
production de connaissances fondamentales, ça se valorise. C'est-à-dire que si vous êtes en train de montrer que vous êtes en train de créer, je ne sais pas moi, justement, une cartographie de Milan au XVe siècle, ou bien que vous êtes en train de dépouiller des manuscrits qui n'ont jamais été étudiés et que ça a un écho avec la moindre occupation qu'on puisse avoir aujourd'hui sur les techniques pour rester à des sujets qui vous sont familiers, ou sur l'environnement, ou en effet, sur toutes sortes de choses, ça va forcément se vendre mieux que si vous dites, ben voilà, je veux éditer la vie d'une sainte du XIIIe siècle, qui est la 45e sainte, dont la vie n'a jamais été éditée. Donc, moi, je pense qu'après, là, c'était une question beaucoup plus de comment vendre son sujet. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a toute une fabrication du discours autour du sujet sur lequel on veut travailler, où les gens qui sont un peu plus expérimentés autour de vous peuvent vous aider, que ce soit des étudiants au doctorat, que ce soit des profs, n'importe. Mais ça peut être utile des fois de mieux, d'écrire un sujet de telle façon que ça ait plus de chances de succès. Mais quand je disais ça va dépendre des années, des comités, des circonstances, c'est totalement ça. Si vous êtes en compétition avec des étudiantes qui vont travailler sur les communautés autochtones dans le Nord ou la disparition des femmes autochtones, ben, c'est probable que ce n'est pas le Moyen-Âge qui va être favorisé. Et ça, on ne prévoit pas. Et ça se comprend, c'est-à-dire que là, je donnais précisément des sujets qui ne sont pas... justement, ce n'était pas une compétition avec, je sais pas moi, la recherche sur l'histoire de la banque, ok? C'est pas par hasard. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, comme Cédric, ça m'a émue aussi. C'est une question un peu naïve peut-être, qui certainement, il y a des éléments de réponse qui ont transparu un peu dans l'exposé, tout au long de l'exposé, mais je me demandais, s'intéresser aux sensibles, être sensible aux sensibles, ça apparaît vraiment comme un acte de résistance dans ce monde en démolition. Mais je me demandais si vous pouviez élaborer un peu sur quelle place accorder à notre propre sensibilité quand on fait de l'histoire. Qu'en est-il de la sensibilité de l'historienne ou de l'historien? C'est une très... Est-ce que vous voulez dire dans la recherche ou bien dans l'ensemble de la manière dont on se positionne dans le monde? Les deux. Oui. Mais il y a deux aspects au moins de la question. Il y a la question de comment traiter en histoire, et pas seulement face au sujet sur les sensibilités, notre propre émotivité, sensibilité face à tel sujet. Donc, par exemple, si vous travaillez sur des questions qui touchent à la violence, juste un exemple, des inégalités et toutes sortes de choses comme ça, forcément, on a une sensibilité. Alors, c'est là-dessus où il y a eu quand même pour moi une évolution fondamentale depuis 45 ans, au moins, ou 50 ans, je ne sais pas combien. C'est le fait de dire, ben non, je ne dois pas croire ou faire camoufler ma sensibilité, rester dans cette espèce de neutralité sacro-sainte, parce qu'on le sait de toutes sortes de façons aujourd'hui que ça n'existe pas. Il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, à la fois, à mes yeux, beaucoup plus honnête et fructueux que de mettre en scène quelque part cette sensibilité, c'est-à-dire de la réfléchir, de réfléchir qu'est-ce que ça signifie, à quoi je suis sensible, pourquoi je suis sensible à telle chose. Donc, que vous écriviez ça dans un chapitre, dans un article, dans une note de bas de page selon les moments, c'est une autre question. Mais cette question-là, elle doit être prise de front aujourd'hui, selon moi. Alors, ça veut dire aussi, par exemple, justement à l'UDM, il semble, hier, je n'étais pas là comme vous le savez, mais il semble que la meilleure communication de la journée, c'était une haïtienne qui racontait ses propres
sa propre sensibilité face à son sujet sur l'immigration haïtienne à Montréal. Donc, c'est très, très intéressant comme question et qui est aussi au cœur de ce, comment dire, de ce tournant épistémologique qu'il y a autour de ces choses-là. On peut l'y inclure, c'est certain. Après, il y a une autre chose. Ça veut dire aussi, c'est que c'est pas la peine de prendre, comment dire, de jouer dans la sensiblerie. Il y a des situations où ce n'est pas bien accepté qu'on montre ses émotions. Il est beaucoup mieux maîtriser d'ailleurs l'émotion si on la réfléchit. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir fait la démarche de réfléchir, de penser dessus, d'écrire, de discuter, etc., on y fera beaucoup mieux face dans une discussion historique. Alors que si vous êtes tout d'un coup envahi par l'indignation, la colère face à quelqu'un qui va discuter votre point de vue, c'est pas sûr que ça vous aide. C'est à peu près ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je disais il y a deux côtés de la chose. Donc, vous êtes certains et certaines que vous n'avez pas d'autres questions, puisqu'il vous reste encore un bon 20 minutes de questions à poser. Là, c'est pas terminé. C'était la job à Jérémy qui est parti faire la vaisselle. Donc, mais je crois que, étant donné qu'il a manqué une partie... Mais je vois qu'il y a du vent, donc il ne faut pas tous poser la question. C'est ça. Donc, je vais vous inviter, je vais quand même conclure en remerciant grandement Mme Nagy. Je crois que votre conférence est venue toucher plusieurs d'entre nous. Moi, personnellement, en tant que membre du comité organisateur, je ne regrette aucunement notre choix de conférencière d'honneur, sincèrement. Donc, on peut lui faire donner une grande main d'applaudissements. Merci. Okay. Merci beaucoup. Et je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. Hein? C'est-à-dire que parler de façon aussi personnelle, c'est pas si facile que ça non plus. C'était un choix quand j'ai vu le sujet du colloque, un choix qui s'imposait. Mais ce n'était pas évident. Hein? Donc, je remercie beaucoup. Voilà. Parce qu'on se cache bien derrière nos sujets. On peut si bien se cacher dans nos sujets. C'est ça qu'on fait aussi. Voilà. Merci. Donc, je terminerai avec un petit mot de remerciement du comité organisateur. Donc, j'espère que vous avez trouvé que le colloque s'est bien passé. Nous, du côté du comité organisateur, on a vraiment beaucoup aimé l'expérience, puis on vous remercie pour vous, les gens dans l'Assemblée, d'être venus en aussi grand nombre pour les 2 journées. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir. Je pense qu'on peut s'applaudir pour ça, qu'il y a une grande participation cette année. Ouais. Puis, le colloque, je crois que c'est un rendez-vous annuel, que c'est l'occasion d'entendre ce que nos collègues historiens et historiennes sont en train de faire, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat. Souvent, c'est pas tout le monde qu'on voit à l'université à tous les jours. Donc, les gens rédigent dans leur coin ou font leurs recherches dans leur coin, mais c'est un moment de mettre tout ça ensemble. Puis, c'est souvent, comme vous l'avez vu moi-même avec ma communication tout à l'heure, c'est souvent le moment de faire la première communication scientifique. Donc, c'est un moment d'apprentissage, puis de partage. Discuter avec des gens hier. Souvent, on a ces idées-là dans nos têtes, mais concernant l'engagement au niveau de notre sujet ou l'engagement en histoire, plein de sujets comme ça qu'on réfléchit individuellement. Mais lorsqu'on met tout ça en groupe, ça permet de faire tellement des plus belles discussions. Puis, donc, voilà. Puis, je voulais aussi remercier les membres du comité scientifique, Tristan qui est juste ici, Stéphanie était là hier, Mélise, Emmanuel, puis Alexandre et je t'ai nommé Emmanuel, Alexis aussi.
Puis également remercier Benoît pour le discours d'ouverture qu'il a fait hier, Patrick Apollo en ce moment, mais pour le discours d'ouverture aujourd'hui, Pierre-Gabriel Gendron, qui est le créateur de cette belle image-là, qui est très colorée. Puis je pense que ça paraissait bien dans les couloirs, on la voyait bien, notre affiche. Puis je remercierais aussi nos commanditaires. Donc, il y a le Fonds Guy Laperrière, le département d'histoire, le REMDUS, la Faculté des lettres et sciences humaines. J'essaie de pas en oublier. L'AGEUS, l'AMDUS, celui que j'ai toujours de la misère à retenir, ce ne sera pas très long. Il y a le pain voyageur pendant ce temps-là pour les délicieux sandwichs et rouleaux de printemps aussi. La coopérative de l'Université de Sherbrooke. Puis, on a aussi un autre fonds qui nous donne beaucoup d'argent, mais que le nom n'est pas inscrit ici, donc on les remercie quand même. C'est dommage parce que c'est notre plus grand partenaire, mais on les remercie quand même. Donc, ça va être le moment du vin d'honneur. Donc, je vous inviterai, par contre, d'être prêt à quitter à 5h30 parce qu'on a l'événement, le restaurant, la suite à 18h. Donc, il faudrait quand même être ponctuel. Donc, j'espère que vous allez encore une fois venir en grand nombre au restaurant avec nous, puisque ça va être une belle occasion de poursuivre les discussions. Donc, sur ce, bon vin d'honneur. Voilà. Là, je viens tout changer l'horaire à Audrey. C'est moi qui ai le mot de la fin. Je vous invite à prendre un premier verre pour ces beaux 2 jours-là, ces belles 2 journées-là de discussion. Puis un autre verre pour Audrey, parce que Audrey, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. On vit ensemble, hein, puis je me couchais avant elle, puis je me levais après elle. Je me disais, as-tu vraiment dormi? C'est vraiment... Je suis certaine que les autres personnes aussi dans le comité se sont beaucoup, beaucoup données. Mais tu sais, Audrey, c'est quand même une personne qui prend beaucoup sur elle, puis la charge de tout ça, j'ai l'impression qu'elle en a pris beaucoup, puis c'est une bonne organisatrice aussi. Elle voit tout ce qu'il y a à faire, puis je suis certaine que pendant sa présentation, elle regardait la table, puis elle se disait faudrait faire telle affaire, là. Fait que j'aimerais ça qu'on l'applaudisse.